Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. On peut dire que le Premier ministre Imran Khan a mal calculé son coup. Il pensait à un soutien massif de sa population et de sa majorité législative, et c'est vrai qu'il a eu quand même un soutien assez massif du peuple, mais quand une motion de censure a été lancée à l'Assemblée, il a tenté de faire tapis en tentant de le dissoudre. Après plusieurs semaines de crise, il dissout effectivement le Parlement en pariant sur des élections anticipées. Grosso modo, voilà. Mais la Cour suprême a estimé qu'une dissolution après une motion de censure, c'était quand même bien de la merde du point de vue inconstitutionnel, puisque la motion de censure était déjà passée, quoi. Donc Imran Khan et son parti pourront toujours se représenter aux prochaines élections, mais sa victoire reste incertaine, car il est de plus en plus impopulaire auprès de la population. Son bilan est vraiment mitigé, c'est-à-dire que de l'extérieur, c'est un premier ministre qui passe pour être un fantasque extrémiste, appelant à frapper les migrants où qu'ils soient. Il est assez anti-américain, mais de l'intérieur, il a réussi à réduire la corruption, il a tissé des liens étroits avec la Chine, et il a réussi à consolider, c'est le moins qu'on puisse dire, les ruines de la société pakistanaise. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le Pakistan, ce n'est pas un pays. C'est pas vraiment un pays, c'est une armée. Ce qui fait maintenir le Pakistan, c'est une armée. Pendant 30 ans, le pays a été sous la dictature des militaires, et même s'ils étaient en retrait, Imran Khan est devenu le premier ministre parce qu'il le voulait bien. Et l'armée pakistanaise se tenait tranquille jusqu'à aujourd'hui. Parce que l'armée pakistanaise, elle n'est pas loyaliste dans sa nature. Il faut que quelqu'un paye, en fait. C'est sa nature. C'est pas que c'est mauvais, c'est des mercenaires, c'est juste que c'est comme ça, en fait. Il faut que quelqu'un paye, sinon, parce que s'il n'y a pas un gros chèque tous les mois, vous avez plein de clans qui arrivent et qu'il faut que le remercier, fondamentalement. Chaque mois, la Chine lui faisait un gros chèque. Mais le problème d'une armée qui marche au fric, c'est qu'il suffit de trouver un plus gros payeur. Et les États-Unis ont mis leur grain de sel pour inciter l'armée à virer Khan du pouvoir et à mettre quelqu'un d'autre qui serait beaucoup plus pro-américain. Voilà. Et cette poussée des Américains est plutôt une très belle victoire pour eux. C'est-à-dire que dans le dernier épisode de mon podcast, en fait, on avait parlé de ce qui se passe aux îles Salomon et comment la Chine planifie sa stratégie à la manière du jeu de Go. Et si les Chinois sont les pièces noires dans le jeu de Go, alors là, c'est ce qui se passe au Pakistan, c'est une belle victoire pour les pièces blanches, qui est représentée par les Américains. Car d'un point de vue occidental en général, le fait de mettre le Pakistan de leur côté leur permet de neutraliser à la fois la Chine, mais aussi la Russie qui veut utiliser ce pays pour acheminer son gaz. Mais malgré toutes ces crises, les tempêtes, c'est pas la première et ce ne sera sûrement pas la dernière, le Pakistan reste toujours debout, il est toujours là. Et ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il se maintienne. Il ne faut pas l'effondrement de ce pays. Car n'en déplaise à ceux qui n'aimaient pas la colère de Khan, le Pakistan, c'est pas l'Afghanistan. Le Pakistan, c'est pas la Syrie. Le Pakistan, c'est pas la Libye. Avant toute chose, tout le monde doit se souvenir que le Pakistan est une puissance nucléaire. Et une instabilité dans ce pays pourrait provoquer une catastrophe inimaginable si on permet l'effondrement de ce pays. C'est d'un point de vue politique intérieur. Mais cette politique intérieure a une importance stratégique et géopolitique considérable pour de nombreuses puissances. La première étant la Chine, bien évidemment. La Chine et le Pakistan, ils ont lancé une grosse initiative qui s'appelle le CECP, Corridor économique Chine-Pakistan. C'est un projet, c'est des projets d'infrastructures, de routes, de ports, de voies ferrées, de gazoducs, qui va connecter les différents pays de la région avec le Pakistan comme un hub central. Et ce CECP
est essentielle aux nouvelles routes de la soie. Et donc, quand on a eu le nouveau Premier ministre qui a été nommé par intérim, c'est pas par intérim, mais voilà, c'est le nouveau Premier ministre, qui s'appelle Nawaz Shehbaz Sharif, qui est le chef du parti de la Ligue musulmane. Dans son discours d'investiture, ce Premier ministre a souligné l'importance du CECP, montrant que la Chine est tout sauf considérée comme un pays hostile, en sachant que la Ligue musulmane du Pakistan, elle est plutôt considérée comme pro-libérale par rapport à ce qu'on peut dire du mot libéral au Pakistan, c'est-à-dire pro-américain. Et pourtant, dans son discours d'investiture, il a dit que le CECP, on n'y toucherait pas. Et dans une autre allocution, dans les jours qui ont suivi, il a souligné l'importance des relations entre la Chine et le Pakistan comme étant aussi dures que l'acier. Mais cela pourrait être simplement de la pommade, parce que c'est aujourd'hui la Chine qui paye, si vous voulez. En tout cas, c'est du point de vue chinois, c'est comme ça qu'on le voit, que ils sont assez inquiets, ils veulent une position un peu plus de retrait par rapport à leur investissement. De son côté, l'armée, au-delà de qui paye l'armée, elle veut aussi que le Pakistan adopte une position d'équilibre, en jouant la balançoire entre la Chine, les États-Unis et la Russie. C'est un pari risqué, car l'Occident, il est dans une phase tellement hystérique que soit vous êtes à 100% avec l'Occident, dans sa folie totale, soit vous êtes le mal incarné qui étrangle des chatons avant votre petit déj, si vous voulez. Et tous les pays voisins vont subir cette crise pakistanaise. En premier lieu, l'Afghanistan, qui fait les yeux doux à la Chine, et cette dernière répond aux avances des talibans. Ces derniers veulent que leur pays rejoigne les nouvelles routes de la soie. Mais pour que ça marche, parce que l'Afghanistan, on va pas se le cacher, hein, c'est un trou du cul. Le truc, c'est détruit de chez détruit. Et les talibans ne sont pas vraiment connus pour leur esprit de planification. Donc pour développer leur pays, il faut qu'ils bénéficient du CECP dans les plus brefs délais. Il y a eu les talibans qui ont rencontré le président Xi Jinping, vous avez eu le ministre des Affaires étrangères chinois qui est allé à Kaboul, la Chine envoie de l'aide à l'Afghanistan, donc les Chinois sont déjà en Afghanistan. Dans le même temps, les talibans chassent les islamistes de l'Afghanistan. Et ces derniers s'enfuient vers le Pakistan, se déversent vers le Pakistan par le nord, parce que les frontières sont totalement poreuses entre les deux pays. Non que les talibans aient découvert les joies malsaines de la laïcité ou parce qu'ils connaissent par cœur Victor Hugo et Voltaire, hein, selon certains experts en expertise, mais ou qu'ils veulent combattre l'islamisme, puisque voilà, il n'y a pas de critique à avoir, mais c'est juste qu'ils veulent retrouver une certaine acceptabilité aux yeux du monde, notamment de la Chine, pour attirer les investisseurs, parce que l'Afghanistan, c'est rempli de ressources. Hein. Il y a aussi un autre acteur qui est important dans cette histoire, c'est l'Iran. Et donc l'Iran a toujours il est présent dans toute la région. Mais au-delà du conflit religieux où il pourrait s'immiscer, c'est-à-dire le conflit religieux sunnite-chiite, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'attentats au Pakistan qui visent les chiites, lorsque l'Iran avait conclu, entre guillemets, un accord nucléaire civil avec les Occidentaux, avec Obama notamment, l'Iran produisait de l'électricité avec ce nucléaire civil. Et le Pakistan, il avait obtenu un accord, si vous voulez, que si l'Iran produisait le surplus énergétique, c'est-à-dire que s'il y avait un surplus, le Pakistan pourrait l'acheter. Parce que le Pakistan a besoin d'énergie, de beaucoup d'énergie pour concrétiser les ambitions du CECP. Le problème, c'est que l'arrivée d'un blondinet appelé Trump avait fait capoter le plan et l'Iran s'est retrouvé sans nucléaire jusqu'à aujourd'hui et le Pakistan a dû plus ou moins démocratiser l'éclairage aux chandelles. C'est à ce moment-là que le Pakistan se trouve un peu comme dans une impasse que la Russie entre en scène. Et elle propose son gaz au Pakistan
et la construction d'un pipeline qui s'appelle North-South, Nord-Sud quoi, qui amènerait le gaz du Sud depuis la ville de Karachi vers le Nord, afin d'alimenter les énormes besoins industriels du Pakistan. Ce pipeline sera construit à 100% par les Russes. Et il coûtera, selon les estimations, autour de 2 milliards de dollars. Le problème, c'est que comme il y a une crise, la guerre avec la guerre en Ukraine et une hystérie colossale anti-russe en Occident, ben, ce projet risque d'être ralenti ou même arrêté. Et sans énergie, sans moyens de développement, le Pakistan peut partir en vrille très rapidement. Après, si vous êtes européen, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait? C'est des crises régionales intérieures. Non, les Européens vont souffrir d'une crise prolongée au Pakistan. Parce que les biens asiatiques de la Chine passent par le Pakistan, d'une manière ou d'une autre. Et non, plutôt, ce qu'on pourrait dire, c'est que avant la guerre en Ukraine, les biens asiatiques passaient par la Russie et la Biélorussie. Mais comme aujourd'hui les routes sont coupées, les frontières sont fermées, ben les seules routes alternatives, il y en a plusieurs. Hein. Vous avez le canal de Suez et vous avez aussi une route qui passe par le Kazakhstan et qui débouche sur la mer Caspienne. Vous en avez encore via l'Inde, le Pakistan justement et l'Iran, via une espèce de corridor international. Donc si vous empruntez la route par le Kazakhstan jusqu'à la mer Caspienne, ben, à partir de la mer Caspienne, les biens rejoignent le réseau ferroviaire de Bakou, qui se trouve en Azerbaïdjan, qui ensuite va vers les ports turcs et géorgiens de la mer Noire, d'où l'importance de la Russie d'avoir une ouverture sur la mer Noire. Et ces ports turcs et géorgiens débouchent à leur tour vers les ports européens qui se trouvent en Bulgarie et en Roumanie. Ce qui fait que avec les routes qui sont actuellement coupées en Russie et en Biélorussie, les biens asiatiques font un énorme détour qui fait tout le tour, qui contourne toute l'Asie. Vous avez également le port de Gwadar au Pakistan, qui a été construit par les Chinois, qui est aussi une alternative. Mais, oui, les biens vont continuer à arriver, mais le coût du fret va exploser, parce que la route est plus longue, et ça va augmenter l'inflation de manière drastique. Je veux dire, n'essayez pas de mettre des limites à l'inflation dans les prochaines années. Parce que tout va vers une inflation en hausse. Voilà. Et ces routes alternatives, ce que disent les spécialistes de la logistique, ces routes alternatives, elles ont vu leur trafic qui a augmenté de manière considérable depuis mars 2022. C'est-à-dire le début de la guerre en Ukraine. Donc c'est déjà effectif en fait. Du côté des Américains, c'est des calculs à court terme, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'anticipation comme la Chine, à long terme comme la Chine ou l'Inde, etc. Eux, ils veulent juste foutre le merdier, comme d'habitude. Hein. Donc, en déstabilisant le Pakistan, ils risquent de le transformer en une énorme base d'islamistes et ça va leur péter à la gueule comme en Afghanistan. En sachant qu'évidemment, les Indiens, qui sont juste les voisins, ne vont pas rester les bras croisés. Et en plus de ça, les projets du CECP et le gazoduc russe sont des projets à long terme. Et il faudra voir, hein, il faudra voir ce que va donner une coalition au Pakistan. Si Imran Khan ne fait pas son retour, on verra, mais ce serait très étonnant qu'il s'aborde des projets aussi importants pour le pays. Parce que s'il le s'aborde, il va y avoir un mécontentement de la population et ils vont subir le même sort que notre canne nationale. Et la troisième alternative politique, c'est que les Américains reprennent le pouvoir comme ils l'ont fait dans le passé. Et avec un gouvernement militaire, on peut dire que le Pakistan sera plus ou moins favorable aux Américains ou aux Chinois, dépendant de qui paiera la plus grosse note. Et cette percée américaine au Pakistan, c'est pour sa propre gueule, hein. C'est pour ses intérêts. Les Européens ne sont même pas inclus dans l'équation. Faut le savoir. Donc, parce que les Européens, ils n'ont absolument aucune souveraineté. Ils
ils sont d'une débilité crasse en géopolitique, c'est-à-dire que vous avez vraiment un basculement du monde qui se fait à chaque semaine qui passe et ils sont vraiment aux fraises, quoi. Et comme d'habitude, les peuples européens vont être les dindons de la farce, malheureusement. Donc, il faudra voir ce qui se passe sur le long terme avec le Pakistan et attendre notamment les élections législatives pour voir si ça va se maintenir ou nous péter à la gueule. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode de podcast et à bientôt.